Hello, hello à tous. Écoutez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, il n'y aura qu'une histoire parce que du coup, elle est quand même très très longue. Et du coup, tardons pas, j'ai envie de vous dire, allons-y, écoutons cette histoire. Bonjour à tous. J'avais déjà posté cette histoire sur Off My Chest en anglais. Et en retombant dessus après des années, je me suis dit, pourquoi pas la partager ici en français, donc dans une langue où je saurais beaucoup mieux m'exprimer et entrer dans les détails. Cette histoire commence à l'automne de mes 13 ans, à savoir que je suis âgée de 24 ans, bientôt 25 ans. À l'époque, ma mère, ma grand-mère et moi venions de quitter ma ville natale, donc Montréal, au Canada, pour aller vivre en banlieue à 3 heures de là, dans la ville de Lévis. Ce déménagement un peu soudain était dû à la santé de ma grand-mère, encore en vie à l'époque, mais qui était en déclin. À Lévis, on nous avait promis un meilleur suivi, ainsi que de meilleurs traitements pour elle. Donc vous vous en doutez, notre départ de Montréal s'est fait sans hésitation. Je dois avouer que j'étais assez nerveuse de déménager si loin. Je n'avais jamais quitté le quartier de mon enfance, et tous mes amis vivaient là-bas. Par-dessus le marché, je faisais ma grande entrée en secondaire, équivalent de la 5e année de collège en France. Heureusement, la rentrée s'était très bien déroulée, tout comme mes premières semaines à vivre dans cette nouvelle ville et dans ce nouveau quartier. J'avais même réussi à me faire des amis près de chez moi, dont une amie qui vivait sur la même rue que moi. Nous l'appellerons Émilie. Émilie avait un grand frère. Nous l'appellerons Kevin. Dès nos premières sorties à trois, au parc ou simplement autour de nos habitations, j'avais commencé à avoir le béguin pour Kevin. Rien de vraiment anormal, nous avions le même âge. Il était charmant, bien que timide, poli, drôle. Dans ma tête, c'était le début d'une grande histoire d'amour. Une histoire d'amour de gamin où on se tient la main en se croyant amoureux. À peine quelques semaines après nous être rencontrés, Kevin et moi nous étions en couple, si bien que Kevin m'avait avoué avoir parlé de moi à ses parents et que ceux-ci voulaient m'inviter à souper afin de faire ma connaissance. Évidemment, à cet âge, j'étais super excitée à l'idée de rencontrer les parents de mon petit ami. Je m'étais même dit que c'était une bonne chose de les rencontrer et que cela permettrait peut-être à Kevin de passer plus de temps avec moi, car ses heures de sortie étaient strictement fixées. Vous l'avez compris, je m'imaginais déjà dans un monde rempli d'arc-en-ciel et de papillons. Je ne voyais pas comment ce dîner pouvait mal se passer. Le jour du souper avec les parents de Kevin et Emily arrive. Je me rappelle avoir enfilé mes plus beaux habits de l'époque, un jean bleu, un t-shirt noir et une veste à carreaux. Je précise pour plus tard. Je suis partie de chez moi, ma mère et ma grand-mère me souhaitant une bonne soirée derrière moi, hyper confiante et pas du tout inquiète. Après tout, je n'allais qu'au bout de la rue. J'ai cogné, Kevin est venu m'ouvrir la porte, mais dès mon entrée chez lui, je ressentis une sorte de lourdeur. L'endroit était vraiment sombre. Je ne sais pas si c'est ma mémoire qui me fait défaut, mais il me semble que toutes les fenêtres étaient couvertes. Mais pas par de simples rideaux, peut-être par des planches en bois. Tout semblait avoir été mis en place pour ne pas laisser passer la lumière. Ça ne m'avait pas vraiment alerté à l'époque, mais aujourd'hui j'en ai la chair de poule quand j'y pense. Après avoir retiré mes chaussures, j'avais suivi Kevin jusqu'à la cuisine, là où j'avais rencontré sa mère, qui semblait vraiment ravie de me rencontrer. Puis arrive alors l'antagoniste de mon récit, le père de Kevin. Sans blague, on aurait dit le stéréotype du type qui bat sa femme et ses enfants dans les films, avec son vieux débardeur blanc taché et sa bière dans la main. Il était intimidant, pour ne pas dire effrayant. Sa voix était grave, forte et rouillée. Il semblait donner des ordres plus qu'il ne parlait, et tout le monde semblait se plier à ses quatre volontés pour éviter de le contrarier. Clairement, c'était lui qui commandait dans la maison. Dès mon arrivée, il avait semblé prendre plaisir à me mettre mal à l'aise. Par exemple, à table, je mangeais très peu car mon estomac se nouait de plus en plus au fur et à mesure que la soirée avançait. Et à un moment, il avait fait une remarque du genre: «Oh, la petite fille ne parle pas, elle est timide.» Il est malaisant, il est malaisant. Qui a envie de le frapper déjà? Tout le monde, je pense. Mais avec un ton tellement malsain que même à cet âge, j'avais compris qu'il avait sans doute un sous-entendu sexuel dans sa phrase. Avons-nous envie de vomir? Fortement. Malgré ces nombreux signaux d'alarme, j'avais quand même réussi à tenir jusqu'à la fin du souper. En se levant de table, la mère de Kevin avait demandé à lui et à sa sœur de faire la vaisselle avant de vaquer à une quelconque occupation.
probablement dans l'optique de ne pas me faire attendre sans rien pour m'occuper. Kevin m'avait alors proposé d'aller les attendre au sous-sol, d'allumer sa console et de choisir le jeu vidéo auquel on jouerait. À l'époque, je n'étais pas une grande gameuse et je lui avais fait savoir en lui demandant d'au moins venir allumer la console. Avec du recul, je me demande si ce n'était pas une tactique de ma part pour ne pas me retrouver seule au sous-sol. Puis soudain, son père s'était immiscé dans notre conversation en disant « Je peux t'aider si tu veux », en me faisant signe de le suivre au sous-sol. Pourquoi on n'a pas du tout envie de le suivre? Mon Dieu. Je ne sais plus si j'avais refusé au premier abord, hésité ou accepté immédiatement, dans la peur de créer un conflit ou même de paraître impoli. Dans tous les cas, j'avais fini par m'engager dans les escaliers, direction le sous-sol, avec le père de Kevin derrière moi. Et évidemment, c'est à ce moment-là que j'avais commencé à avoir un très très mauvais pressentiment. Toujours écouter son instinct, toujours écouter les pressentiments. Si le pressentiment il est mauvais, c'est qu'il y a quelque chose de mauvais. Si l'instinct te dit non, faut pas. En général, l'instinct, il est très fort. À chaque marche que je descendais, mon instinct semblait me crier « fous le camp de là ». Et malheureusement, j'avais préféré l'ignorer. C'est souvent ce qu'on fait, hein, on ignore. Enfin, moi, j'ignore plus maintenant. J'ai trop ignoré. Une fois au sous-sol, le père de Kevin m'avait tout de suite dit « Va chercher la manette, elle est sur la chaise là-bas », en me pointant le coin de la pièce. Je m'étais donc exécutée, m'étais dirigée vers la chaise en question pour récupérer la manette de PS3. Posée dessus, m'étais penchée vers l'avant et soudain avait senti une main me claquer fermement les fesses. Sans surprise, je m'étais redressée d'un coup avant de me retourner sous le choc. À ce moment-là, impossible de bouger ni même de réagir. Ça, c'est le cerveau qui se protège. J'étais paralysée par la peur. Mon cœur battait à tout rompre. J'étais totalement sous adrénaline, mais j'étais incapable de faire le moindre mouvement. Je ne savais pas quoi faire. Je comprenais que mon instinct ne s'était pas trompé, que j'étais vraiment dans une situation de merde et que ce qu'il se passait était particulièrement grave. Mon imagination fluait au max, mais clairement pas dans le bon sens du terme. Je pensais que ce type allait m'enlever, me séquestrer, me violer, voire me tuer. Je pensais sérieusement à ne plus jamais revoir ma mère et ma grand-mère. Après un très long moment de silence durant lequel on s'était regardé sans rien dire, il s'était approché de moi avec un sourire bizarre. Pas malsain, je dirais plutôt triste, touché, je m'en rappelle encore. Ça m'a particulièrement marqué. Puis, une fois assez près, il m'a pris dans ses bras pour me faire un câlin. Tu viens de l'agresser, tu la prends dans tes bras? J'ai pas compris. Ce n'est qu'au moment où j'avais senti ses mains descendre plus bas que dans mon dos, au niveau de mes fesses encore une fois, que j'avais eu un moment de lucidité. J'avais posté mes avant-bras devant mon buste et avais poussé contre son torse en marmonnant un truc. Je me rappelle pas exactement quoi, mais c'était très certainement pour lui demander d'arrêter. Et au même moment, Kevin l'avait appelé depuis le rez-de-chaussée. Encore aujourd'hui, je me demande si Kevin avait des doutes sur ce qu'il se passait au sous-sol au même moment, mais bref. Dès que son père était remonté, j'avais gravi les escaliers à toute vitesse, attrapé mes chaussures et quitté la maison sans même dire au revoir. Je ne sais toujours pas ce qui s'est passé, si Kevin ne l'avait pas appelé, ou si je n'avais pas réussi à sortir de la maison avant qu'il ne me fasse des attouchements plus poussés, voire des trucs plus graves. Je ne sais pas quelles étaient ses réelles intentions, mais honnêtement, je suis juste reconnaissante que ce soit arrêté à ça. Enfin, c'est déjà beaucoup. Enfin, on parle quand même d'une gamine qui a 13 ans et d'un gars qui en a, je sais pas, peut-être 40. Abusé. Ce que j'ai le plus mal vécu dans cette histoire, ce ne sont pas les attouchements, c'est plutôt le fait que ma mère ne m'ait jamais vraiment cru. Je crois que nous avons la même daronne. Enfin non. Non, voilà, elle a eu l'épreuve sous le visage et elle a juste supprimé l'épreuve. Mais enfin, c'est pas qu'elle m'a pas cru, c'est qu'elle en a rien à foutre. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont victimes d'agressions sexuelles. Les parents ne les croient pas. Je comprends pas en fait pourquoi. Si votre enfant vient vous dire j'ai vécu ça, c'est bien quelque chose, donc croyez vos enfants. Pourtant, je lui en avais parlé dès mon arrivée chez moi, juste après que tout ça se soit passé. J'étais en pleurs, en train d'hyperventiler à cause de la peur, et j'avais encore mes chaussures dans les mains. Malgré tout, ma mère
m'avait simplement dit que j'avais sûrement mal interprété la situation. Qui a envie de frapper la mère? Mais ce n'était pas le cas. J'en étais et j'en suis toujours convaincue aujourd'hui. Cette expérience m'avait tellement traumatisée que durant toute l'année qui avait suivi et durant laquelle j'avais vécu à Lévis, je faisais toujours d'énormes détours en revenant de l'école en bus scolaire juste pour éviter de passer devant la maison de cet homme. Il était souvent dehors en train de fumer des cigarettes. Ben, qui crève d'un cancer des poumons, celui-là. Ah, au bout d'un moment, c'est bon, hein. Le fait que ma propre mère ne m'ait pas prise au sérieux est l'une des raisons pour lesquelles très peu de gens connaissent cette histoire autour de moi. Mais aussi parce que j'ai traversé une période où je me demandais si j'avais peut-être pas mal interprété ce qui s'était passé, comme me disait ma mère. Mais aujourd'hui, je sais que ce n'était pas normal. On a tous un moment de, on a tous un moment de doute et tous un moment où on culpabilise. C'est normal. Mais non, on n'a pas à culpabiliser le monstre. C'est eux. Nous, on est des victimes et c'est à eux, clairement, de finir en tôle. Voilà, c'est tout ce que méritent ces gens-là. Ils méritent même peut-être plus. On va rester sur la prison, même si pas beaucoup y sont. Mais bon. Autre fait que je n'avais pas rencontré dans la version anglaise de ce post, j'avais porté plainte auprès de la police avant mon départ de Lévis. Étant donné le manque de soutien, je l'ai fait dans le dos de ma mère. J'en avais parlé à une conseillère de mon école et elle m'avait alors référé à la police afin d'ouvrir une enquête, car l'épisode du souper et des attouchements n'était pas un cas isolé. Au cours de l'année, je m'étais confiée à une camarade de classe et amie qui avait connu Kevin, Émilie et ses parents, car elle avait vécu dans le même quartier qu'eux auparavant. Et durant une soirée chez eux, elle avait été victime d'attouchements similaires de la part du père de Kevin et d'Émilie. C'est sûr qu'il allait y avoir d'autres victimes. Sûr. C'était cette amie en question qui m'avait encouragée à porter plainte, car elle était prête à en faire tout autant. Clairement, je n'avais rien à perdre, et le fait qu'on soit deux à avoir vécu la même chose allait forcément renforcer la crédibilité du témoignage. Alors, était arrivé le jour J, des enquêteurs étaient venus nous chercher à l'école, mon ami et moi, afin de nous amener au poste de police et nous faire raconter ce que nous avions vécu, séparément. J'avais tout déballé à leur demande, comment j'avais fait la rencontre de Kevin, quand et comment s'était déroulé le souper, comment sa mère et son père se comportaient avec moi, comment je m'étais retrouvée toute seule au sous-sol avec le père de Kevin, comment j'étais habillée. Ce n'est pas une blague, ils m'ont vraiment demandé ce que je portais ce soir-là et si mes vêtements avaient pu être une invitation au geste qu'avait posé le père de Kevin. Vous voyez la raison pour laquelle je n'ai jamais porté plainte de ma vie. J'ai vécu 3 agressions dans ma vie. 3 putains d'agressions dans ma vie. Il y en a une, on m'a enlevé toutes les preuves, du coup, parce qu'on avait tout effacé. Et les deux autres, pourquoi aller porter plainte? Pourquoi les plaintes? Surtout que dans l'eau, j'ai vécu des viols conjugales. Viols conjugales, on va pas se mentir, mais c'est. Ah, mais oui, c'est le devoir. Non, c'est pas le devoir, en fait. Pas de devoir. Il n'y a aucun devoir conjugal, en fait. Voilà. La tenue, vous étiez habillés comment? Et machin. Et qu'est-ce qu'on en a à foutre, en fait? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Juste, vous faites votre taf, vous prenez la déposition. On parle d'une gamine. Alors là, je ne sais pas quel âge elle a à ce moment-là, mais on parle d'une gamine qui avait 13 ans. À quel moment, à 13 ans, tu vas aguicher quelqu'un? À 13 ans, tu sais à peine ce que c'est que la sexualité. Tu commences tout juste à en entendre parler. 13 ans, c'est tellement hyper jeune. Enfin, je vous jure que j'ai envie de les défoncer, les policiers. Quand j'entends des trucs comme ça, changer de métier. Je suis désolée, si un jour un policier a sorti ça dans sa vie, il mérite non seulement d'être viré, mais de ne plus jamais exercer ce travail-là. Ils n'imaginent même pas à quel point cette putain de phrase, ça détruit la personne qui a vécu ça. La personne, déjà, elle est détruite à vie parce qu'elle s'est fait agresser. Et en plus de ça, elle entend, ouais, mais vous étiez habillé comment? Parce que peut-être que ça. Et je vais foutre ma main dans ta gueule, hein, et je vais te dire, ah, bah pardon, mais peut-être que vous avez un peu cherché. N'importe quoi. Je me rappelle m'être mise intérieurement en furie à entendre leurs suppositions et m'étais mise à leur décrire mes habits de ce soir-là. Un jean bleu, un t-shirt noir et une veste à carreaux. Je m'en rappellerai et je m'en rappelle encore aujourd'hui, car je n'ai jamais été capable de les renfiler après ce soir-là. Je suis tendue. En plus de ma plainte pour attouchement sexuel, un autre événement m'avait encouragée à en parler à la police.
Bien que j'avais coupé court à ma relation avec Kevin afin de ne plus avoir à confronter son père, nous continuions à traîner ensemble de temps en temps, mais plus l'année scolaire avançait, plus ses sorties étaient de moins en moins fréquentes, au point où il n'était presque jamais dehors. Et bien que je prenais de ses nouvelles en biais de sa sœur, un après-midi, Émilie et moi étions en train de faire un bonhomme de neige, vive les hivers québécois. Nous étions situés entre ma maison et la sienne. C'était une des rares fois que j'avais accepté d'approcher leur maison d'aussi près après l'incident. Je ne sais plus si Émilie m'avait dit que son père n'était pas là ou si elle était simplement parvenue à me convaincre. Et alors qu'on s'amusait dans la neige, on a rapidement été interpellés par Kevin, qui nous faisait des signes à travers la fenêtre de sa chambre, qui se trouvait à l'étage. Émilie et moi avions décidé de faire pareil, lui faire des signes de la main. Inoffensif, non? C'est ce qu'on pensait aussi. Cela faisait à peine quelques secondes qu'on faisait des coucous, silencieux, quand, tout à coup, on a vu Kevin se faire violemment attraper et tirer par le bras par son père, qui juste après avait fermé les stores pour qu'on ne puisse plus voir ce qui se passait à l'intérieur. C'est sûr, ce fils de... Vous avez la suite? Euh, il bat la mère, il bat les enfants. Euh, à mon avis, il y a eu plus de 2 victimes. C'est une certitude. Et du coup, bah, la mère, elle est là et elle sait pas, elle arrive pas à partir et on peut le comprendre, hein, les femmes victimes de violences conjugales, c'est pas toujours simple. Et, euh, et là, faut fuir, en fait. Faut juste partir, madame, faut amener ses enfants et faut juste se barrer, en fait, d'avec ce connard et que lui, il finisse pourri sans tôle, vraiment. J'ai, euh, on l'aime pas, hein, ce monsieur, on l'aime pas. Évidemment, j'y avais déjà songé bien avant, mais à partir de ce moment-là, j'avais commencé à me dire que si ce père de famille avait été capable de faire des attouchements à de jeunes filles lambda, quel genre d'horreur pouvait-il bien faire subir à ses propres enfants? Je détestais supposer l'idée qu'il abusait sans doute d'eux, voire qu'il les frappait, tel que me l'avait laissé croire cette scène à travers la fenêtre ce jour-là. Cependant, mes doutes et mes craintes étaient assez grandes pour que j'ajoute ce second événement à mon témoignage auprès des enquêteurs. Ouais, ça c'est. Elle a bien fait. Elle a bien fait, c'est du coup peut-être qu'ils vont faire une enquête et ils vont aller là-bas et voir. Pour ceux qui se demanderaient, ma plainte n'a malheureusement jamais abouti. Étonnant. Je n'ai jamais eu de nouvelles concernant l'enquête. Une autre amie qui vivait dans la même rue que nous m'a dit que Kevin, Emily et sa famille ont déménagé durant l'été qui a suivi l'incident. C'est tout. Cette histoire ne me touche plus vraiment aujourd'hui, mais je souhaite tout de même la partager et connaître votre avis. Cela me permettrait peut-être de tourner la page. Merci de m'avoir lu. Oh, cette histoire, elle est waouh! Et puis alors, en plus, quand on a déjà vécu des agressions, évidemment que c'est quelque chose un peu plus compliqué. Mais en fait, il n'y a plus rien qui m'étonne. Et pourtant, ils n'étaient pas en France, hein. Euh, Soulignons-le, quand elle a porté plainte, du coup, ils n'étaient pas en France, puisqu'ils étaient au Canada, je crois. Donc voilà, il n'y a pas qu'en France que bah on peut se faire agresser normal, et puis que les, ag- les agresseurs courent dans la rue et n'ont jamais rien. C'est magnifique, on adore. Bah, les autres trucs que je peux dire, c'est juste que du coup, j'espère vraiment que cette mère partira et qu'elle laissera pas ses enfants bah, continuer à se faire battre. Et qu'elle partira pour se sécuriser elle aussi, parce que je suppose qu'elle aussi, elle prend des coups, hein. Et qu'il arrêtera d'agresser, mais bon, bref, un connard pareil reste un connard pareil. Du coup, ouais. Moi, j'espère que elle va mieux quand même. Psychologiquement, je pense qu'elle a dû voir quelqu'un et qu'elle a dû se faire aider. Mais en tout cas, voilà, si je peux vous donner un conseil, si vous vivez ce genre de truc, ce n'est pas de votre faute, c'est vous les victimes. Si on vous demande comment vous êtes habillé, enculez les policiers. Oui, j'ai bien dit enculer les policiers. Au bout d'un moment, ça suffit, ce genre de phrase, il faut que ça cesse, en fait, clairement. La tenue ne justifie rien du tout. Il n'y a vraiment rien du tout. Et puis, bah, faites-vous suivre. Je pense qu'une bonne thérapie, ça fait pas de mal. Je peux vous dire qu'effectivement, on ne guérit jamais, mais on apprend à vivre avec et ça fait beaucoup moins mal. Donc j'ai envie de vous dire, voilà quoi. Écoutez, c'est la fin de cette vidéo.
Euh, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée et je vous fais plein de bisous.